Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrant avec vous pour ce point de marché du mercredi 16 mai 2018. On va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Raymond, que je salue également, Eliane, Frédéric, Didier, Stéphane, Pascal, voilà, bien le bonjour à vous tous, chers habitués, ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Comme vous le savez, c'est mon dernier point de marché de la semaine. Je vous retrouverai après celui-là, donc lundi matin pour mon prochain point de marché. Ne vous inquiétez pas, Yohann Nizar sera présent jusqu'à la fin de semaine et donc vous pourrez le retrouver demain et également vendredi. Voilà. Donc ceci étant dit, voici le briefing de l'actualité. On a la plupart des bourses asiatiques qui ont reculé cette nuit. Les marchés qui font preuve de nouvelles incertitudes concernant les tensions géopolitiques avec la Corée du Nord. La Corée du Nord qui a indiqué cette nuit qu'il n'y aurait peut-être pas finalement de sommet avec les États-Unis si le seul unique but des États-Unis était de dénucléariser la péninsule nord-coréenne. Euh, Voilà, et dans un communiqué, on a un haut responsable du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord qui a déclaré qu'elle ne voulait pas abandonner ses armes nucléaires pour obtenir une compensation ou des avantages économiques. Voilà, donc on a clairement des nouvelles incertitudes qui refont surface. Donc aversion pour le risque, aversion pour le risque. En plus de cela, on a pétrole qui a atteint le Brent près de 80 dollars hier. Du coup, plutôt inquiétude sur une inflation trop élevée aux États-Unis. Le rendement du 10 ans qui est un plus haut depuis 2011, qui a touché 3,09% hier, et le 2 ans qui est au plus haut depuis 2008. Voilà, donc marché obligataire qui se tend, S&P Wall Street qui est dans le rouge. On a également donc les marchés asiatiques qui le sont. Il y a probablement les Européens qui sont sous tension ce matin. À part ces nouvelles inquiétudes sur la Corée du Nord, nous avons le ministre mexicain qui a indiqué hier, enfin ministre de l'économie mexicain, pardon, qui a déclaré qu'un accord de l'ALENA était peu probable pour jeudi. Jeudi, c'est la deadline, c'est la date butoir pour un accord, étant donné que il faudra un temps nécessaire pour le Congrès américain pour voter cette loi. Et actuellement, le Congrès américain, il est majoritairement donc républicain, comme vous le savez, mais il y a des nouvelles élections qui auront lieu le 6 novembre et qui pourraient, a priori, tourner démocrate. Donc majorité démocrate. C'est pour cela que Paul Ryan, le représentant du Congrès américain, a donné jeudi la date butoir pour la modernisation du traité de libre-échange nord-américain. En Italie, nous avons le leader du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, qui a déclaré que les deux partis, parti mouvement 5 étoiles et la Liga du Nord, avaient besoin de plus de temps pour clarifier les détails dans le cadre de la constitution d'un programme gouvernemental de 5 ans. Et je vous rappelle, donc le président italien avait exigé une coalition formée pour la fin de semaine. Et enfin, d'un point de vue purement macroéconomique, on a le Japon qui a connu une croissance négative pour la première fois en 2 ans et demi lors de ce premier trimestre de l'année, contraction de 0,2% du PIB en raison de la baisse inattendue des dépenses d'entreprise et une stagnation de la consommation des ménages. Voilà un petit peu ce qu'on peut retenir ce matin. Alors François qui nous dit on voit le dynamisme du week-end dans la voie. Alors écoutez, dynamisme plutôt pour ce mercredi, voilà, rien de spécial. En tout cas, enfin s'il y a quelques informations que nous allons voir d'un point de vue technique, il semblerait que des nouvelles tendances se dessinent avec le franc suisse, il commence à émettre des sérieux signaux haussiers. Le dollar, à l'inverse, qui commence assez bien à montrer des divergences baissières, que ce soit le Dixie ou notre dollar index. Donc voilà, ma conviction sur le dollar, ma conviction haussière s'atténue de plus en plus. Et donc nous allons voir ça dans un petit instant. Comme vous pouvez le voir,
On a des marchés actions qui sont dans le rouge, que ce soit à Wall Street ou en Asie ce matin. On a le Dixie qui progresse, le rendement du 10 ans qui a gagné 3 points de base hier, 3,07%. Alors c'est pas le point haut, c'est le prix de clôture, hein. Le gold qui prend 0,26 et le yen qui est en légère baisse. En raison, bien évidemment, alors c'est pas 0,05, c'est 0,05, excusez-moi. 0,05 pour le yen index. Et enfin, calendrier économique. Donc, IPC de la zone euro publié à 11 heures. Bon, l'IPC, a priori, devrait être à 1,2, voire supérieur. Il y a des chances qu'il soit supérieur, étant donné que l'IPC allemand, c'est 1,6% ce matin. L'IPC français, 1,6% également. Donc, France-Allemagne, c'est 50% à peu près du PIB de la zone euro. Alors, près, hein, à peu près. Donc, voilà. Pour moi, honnêtement, si je devais spéculer, mais vraiment c'est la pure spéculation, je dirais que l'IPC de la zone euro ressortira à 1,3% ce matin, mais bon, encore une fois, c'est vraiment un sentiment que j'ai. Sinon, nous aurons un discours du président de la BCE à 14 heures. Alors, on va voir sur le site de la BCE quel est le sujet, parce que c'est à Francfort, donc ça veut dire que c'est depuis le siège de la BCE. Et enfin, 14h30, quelques statistiques sur les logements et sur la production américaine. Production industrielle, excusez-moi. Donc, on va tout de suite sur le site de la BCE. Speech risk sharing in the euro area. Donc, bon, c'est pas à propos de la politique monétaire. 14. Alors. Calendrier. Non monetary policy. Donc, c'est pas par rapport à la politique monétaire, vous voyez. 16,05. Donc, voilà, on ne sait pas vraiment quel sera le sujet. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Non, ça c'était le 11 mai. Donc voilà, c'est un discours de Mario Draghi qui ne sera normalement pas sur la politique monétaire. Enfin, ça ne sera pas sur la politique monétaire. Enfin, il y aura un lien bien évidemment, mais il n'y aura pas de décision ou d'annonce sur la politique monétaire. À surveiller tout de même. Hein. À surveiller tout de même. Alors, GBP USD nous demande François. Alors Frédéric, vu les résultats au Japon et les niveaux du dollar, peut-on s'attendre à la baisse de l'USD yen? Exactement Frédéric. USD yen, comme je l'ai dit hier, short à 110. Donc voilà, baissier depuis les 110 hein, personnellement sur l'USD yen. Didier qui nous dit cela veut dire que l'euro dollar peut se retourner à la hausse. Je suis baissier avec un objectif à 1,17,2. Alors oui, ça veut dire que l'euro dollar, il y a une perspective haussière sur du moyen terme. C'est pas encore certain que le dollar a fait son point haut, mais on va voir dans un tout petit instant que le dollar commence à montrer des signes de faiblesse. Ça, on peut encore avoir une petite impulsion qui peut durer, on va dire, quelques jours, mais voilà, à part si le pétrole continue à, à, à flirter avec les 81 dollars le Brent, dans ce cas-là, enfin, si c'est le cas, on aura toujours des inquiétudes d'inflation, ce qui va maintenir le rendement, ce qui va tendre le marché obligataire et donc soutenir le dollar. Mais si on a, imaginons le Brent qui revient à 75 dollars, voire pire en dessous, enfin pire, c'est possible, hein, c'est pas pire, mais si le pétrole, le Brent revient à 75 dollars, voire en dessous de 75, le brut 70, voire en dessous, on aura une diminution des inquiétudes, un marché obligataire qui va se détendre et le dollar qui va perdre du terrain. Voilà, donc pour le dollar, tout va dépendre du pétrole. Hein. Tout va dépendre du pétrole. D'ailleurs, c'est le pétrole qui drive le dollar depuis ces 3-4 dernières semaines. Quelles sont les tendances sur USD-CHF? Je vois un range qui se forme. Qu'en pensez-vous, Catherine? Eh bien moi, personnellement, USD-CHF, je passe baissier. Toutes les paires en CHF, personnellement, regardez. On commence par le Forex parce que c'est le plus intéressant ce matin et c'est les convictions que j'ai. Donc on va commencer sur le FX. On a le CAD qui se stabilise, on n'a pas de divergence, mais on voit un momentum qui bute sous une résistance. Donc voilà, neutre sur le CAD. L'USD, regardez ce dollar index, c'est pas le Dixie, hein. USD, on arrive proche des sommets de novembre. Donc vous voyez, je pense que le Dixie va rencontrer cette résistance,
la divergence va se creuser et dès que le RSI franchira 50, vous le savez, ça sera le signal baissier avec la moyenne mobile à 20 séances. Donc voilà, je pense que le dollar a fait son point haut, ou en tout cas proche de son point haut. Il y a peut-être une petite marge de hausse encore, mais vraiment pas grand-chose. Je pense pas que ce soit exploitable. Le CHF à l'inverse, regardez, oblique qui vient chercher tous les points hauts de cette tendance baissière. La divergence, le RSI qui franchit 50 en intraday, la clôture hier était en dessous de 50. Franchissement également de la moyenne mobile à 20 séances, donc là on a déjà deux signaux. Il manque plus que le RSI journalier clôture au-dessus de 50 et personnellement j'aurais tous les signaux pour passer haussier sur le franc. C'est d'ores et déjà possible de passer haussier, mais voilà, si on pour avoir davantage pour renforcer cette conviction, il faudrait que le RSI franchisse 50. Donc mais voilà, on a déjà quand même des bons signaux. L'oblique franchit, la moyenne mobile, la divergence, ça fait quand même trois signaux haussiers, ce n'est pas rien. Donc je pense que le franc suisse va surperformer, c'est la devise, je pense, à payer pour ces prochaines séances. Alors je ne dis pas qu'on va rentrer dans un bull market où le franc suisse voilà va refaire pression euh, énormément, mais on peut s'attendre, vous voyez, à une hausse du franc au moins jusqu'à cette zone de prix. Donc euro CHF, pour moi la baisse n'est pas finie. L'euro CHF va probablement revenir à cette oblique haussière qui vient chercher les points bas depuis 2017, donc vers 1,1750. L'USD CHF à l'inverse, si on estime que le dollar est proche d'avoir fait son point haut et le franc suisse rebondit et va continuer à rebondir, dans ce cas-là, l'USD CHF c'est clairement possible, c'est clairement possible de le shorter jusqu'à cette oblique. Donc aux alentours des vous voyez 0,80 96 un peu 0,98 excusez-moi. Voire même plus bas si finalement le dollar a fait son point haut. Si le dollar a fait son point haut, on pourra s'attendre à un retracement vous voyez de l'ordre 38 à 50%, donc vers on va dire 0,97. Ce sera possible d'espérer une baisse jusqu'à 0,97. Mais en tout cas le SDCHF, je m'attends à un repli sur du court terme. Donc c'est possible de le vendre, je pense. 4 CHF également. Si pour le moment l'ALENA a priori, attention ce n'est pas fini hein, les négociations, mais a priori il y a peu de chances de voir un accord conclu d'ici jeudi, d'ici demain. Donc il y a un risque qui pèse hein, sur le dollar canadien. On regarde le CAD index, comme on l'a dit, on a un RSI qui bute sous une résistance, le prix également sous cette oblique baissière. Donc voilà, ma perspective sur le CAD elle est assez limitée. On est sur résistance, à part si le CAD index franchit ces deux obliques. Si tel est le cas, ça donnera un puissant signal bullish, parce que voilà, c'est des résistances, des obliques baissières importantes. Mais tant que le CAD index évolue sous ces deux obliques, la perspective haussière elle est assez limitée. Donc on peut s'attendre à ce que le 4 CHF voyez, retrace jusqu'à cette zone de prix. Donc pour moi le CHF c'est vraiment la devise à acheter. En tout cas qui commence à émettre des signaux particulièrement haussiers. Face au GBP également c'est possible. Donc GBP CHF. GBP CHF, donc on a une oblique qui n'est pas tracée mais qu'on peut tracer, vous voyez, cette oblique haussière. Donc je m'en pointillais parce qu'on n'a que deux points de contact. Et à noter, regardez, je me souviens il y a de cela une semaine à peu près, sur le 4 CHF, il y avait un auditeur qui me posait la question pourquoi je traçais cette oblique alors qu'avec deux points de contact. Eh bien vous voyez, pas parce qu'il y a deux points de contact qu'on peut pas anticiper le troisième. On ne peut pas trader le troisième point. On ne peut pas trader le troisième point à part après le rebond ou le rejet. D'accord? Mais ça peut être intéressant de identifier, d'inscrire, d'illustrer une oblique qui a que deux points de contact. Mais une oblique avec seulement deux points de contact, vous ne pouvez pas vendre directement l'oblique. D'ailleurs, même quand il y a 4 ou 5 ou 6 ou peu importe points de contact, il faut vendre dès qu'il y a des signaux baissiers. C'est pas parce que le prix arrive à une résistance qu'il faut directement shorter. Pas parce qu'il y a une résistance que le cours va obligatoirement chuter. Donc voilà, qu'il y ait 2, 3, 4, 10, 20,
point de contact, c'est pas parce que on a un prix qui arrive sous une résistance qu'il faut directement le shorter. Donc voilà, pour moi, oui, une oblique prend tout son sens et beaucoup de crédibilité quand il y a 3 points de contact, mais c'est pas parce qu'il y en a que 2 qu'elle n'est pas exploitable. Voilà, donc là on en avait 2. Je me souviens qu'on l'avait tracé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus exactement, et qu'on avait anticipé la résistance, et vous voyez que au pips près, elle a été respectée. Hein. Parce que là, les 2 points de contact, comme vous pouvez le constater, c'est celui-ci et l'extension. J'ai pas utilisé le point haut du mois de mai, le récent point haut, pour tracer cette oblique. Donc voilà, au pips près, le marché a réagi. Donc ça veut bien dire que cette oblique, il y a des gens qui l'a surveillée, il n'y avait pas que nous. Donc voilà, c'était simplement pour faire voir que c'est pas parce qu'il n'y a que 2 points de contact sur une oblique qu'elle n'est pas exploitable. Donc on continue sur CHF, excusez-moi, donc GBP CHF, je reviens, juste pour vous montrer, donc il y a 2 points de contact, pas parce qu'on a le retour sur cette oblique qu'il faudra payer la livre, mais en tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le GBP CHF revienne vers les 1,31, 1,32, voilà, 1,32 à peu près, ce qui fait, vous voyez, une baisse de 280 pips depuis le prix actuel, ce qui n'est pas négligeable, avec un stop au-dessus du récent sommet, ce qui fait 175 pour 280, ça fait un peu moins d'un ratio de 2, ça fait 1,70 de tête, à peu près, ce qui est pas mal, hein, ce qui est plutôt bon quand même. Maintenant, s'il y avait les paires CHF pour moi les plus intéressantes, c'est l'USD CHF, mais je pense que l'USD CHF c'est un peu trop tôt pour se positionner à la vente, étant donné que le dollar, faut pas l'oublier, il est dans une tendance haussière. Par contre, l'euro CHF, pour ceux qui sont à la vente, c'est clairement possible de maintenir les positions vendeuses jusqu'à cette oblique vers 1,1750. Et sinon, c'est le CAD CHF, vraiment le CAD CHF. Là, on a un ratio risque-rendement qui est vraiment bon. Stop, vous voyez, une centaine de pips. Objectif 180. Ratio risque-rendement de 1,8. Et ça encore, c'est l'objectif, on va dire, presque minimum. À part si on a un accord de l'ALENA qui est signé. Dans ce cas-là, le CAD se renforcera et on aura une baisse beaucoup moins importante. On aura tout de même une baisse, je pense, parce que voilà, on a un rachat de position sur CHF qui devrait vraiment lui permettre de surperformer, mais on aura une baisse beaucoup moins importante. Sinon, au niveau de la UD, du NZD et du yen, donc on a un officiel chinois, un négociateur chinois qui a été à Harvard par ailleurs, ce qui est un petit peu pas paradoxal, mais c'est un petit peu marrant parce que du coup cette personne va négocier avec les États-Unis pour justement dans le cadre d'un accord commercial. Bref, donc on a cette personne qui se rend aux États-Unis aujourd'hui jusqu'à la fin de semaine, après un échec des négociations la semaine dernière. Donc voilà, l'AUD, il est sous pression, mais du fait que ce négociateur chinois se rend aux États-Unis, ça me semble compliqué de se positionner à l'achat ou à la vente sur l'AUD. C'est beaucoup trop risqué. Par contre, le NZD, bien qu'il soit revenu sur un support, vous voyez que il a toujours pas émis des signaux bullish, on n'a pas de divergence, on n'a pas de rebond. Voilà, donc NZD, pourquoi pas le vendre. Bon, maintenant, ce qui m'embête, c'est que la tendance, elle semble quand même avoir bien commencé. J'ai du mal comment dire, à imaginer une baisse plus importante, ou en tout cas sans rebond. Donc voilà, vraiment les devises pour moi à shorter, c'est GBP euro pour le moment à court terme. L'USD, on reste prudent, mais vous voyez qu'on a une divergence baissière, pas seulement sur ce dollar index, mais également sur le Dixie. Vous voyez que sur le Dixie, on a des sommets de plus en plus bas, alors que le prix marque inscrit des sommets de plus en plus hauts. Donc divergence. Donc peut-être finalement qu'il ira pas chercher les 95 ce Dixie, à part si comme je vous l'ai dit le pétrole tend vers 80 $. Donc peut-être que la résistance à 93,31 jouera un rôle majeur dans cette impulsion.
Voilà, donc restons prudents sur les positions acheteuses sur le DXY. C'est pas le moment de se positionner long. Si vous êtes encore acheteur sur le dollar, je pense que voilà, c'est cohérent de maintenir les positions parce que pour le moment on n'a pas de signaux de faiblesse à part les divergences qu'on a. On n'a pas de repli du prix. Donc, tant qu'on n'a pas de repli du prix, on n'a pas de baisse du prix. Voilà, donc et ce qu'on trade c'est le prix, hein, c'est pas le RSI. Vous achetez pas le RSI, vous achetez bien le dollar. Donc le dollar pour le moment il est haussier. Donc si vous avez des positions acheteuses sur le dollar, je pense que c'est cohérent de les maintenir. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut se positionner à l'achat sur le dollar maintenant? La réponse c'est non. Non. S'il y a une devise, encore une fois, à payer ce matin ou à payer pour les prochaines séances, c'est, je pense, le franc suisse. Pas pour des raisons de la politique monétaire. Il n'y a pas de raison fondamentale qui justifie cette hausse. C'est vraiment un rachat de position. On a eu une baisse. Forcément, toute impulsion, que ce soit haussière ou baissière, se fait corriger. Donc voilà, on peut considérer le franc suisse à un niveau de prix attractif. Donc le marché est consolidé et dorénavant on voit qu'on a un momentum qui est bullish, le prix également. Donc voilà, faut pas oublier que c'est un support de long terme. Alors ça ne veut pas dire que ce support va comment dire tenir. Mais regardez, en plus de ce support, on a l'oblique sur ce CHF index. Alors excusez-moi, ça prend un peu de temps à charger. Bon, peut-être que c'est sur du weekly. Ouais, sur du weekly, tous les points bas depuis 2007. 1, 2, 3 points de contact. Et on est quatrième. Et regardez en weekly. Impulsion baissière, doji, impulsion haussière. Concrètement, sur une clôture comme cela, on a une morning star. Nous avons une morning star. Une étoile du matin, pardon. Une étoile du matin sur du weekly. Donc, un autre signal bullish si le franc suisse clôture à la hausse, le franc suisse index clôture à la hausse ce vendredi. En plus du support, excusez-moi, on a cette oblique de long terme. Donc voilà, on est sur un niveau de prix très important pour le franc. C'est pour ça que le franc, j'ai une conviction haussière pour le moment. Pour le CHF, y a-t-il un risque un jour que la Banque nationale suisse remette en place un PEG comme il y a quelques années? Alors il y a un risque. Faut savoir que la BNS, c'est probablement, comme vous le savez, la banque centrale dont nous pouvons le moins anticiper. Voilà, donc on apprend des erreurs et du passé. Donc voilà, je préfère ne pas exclure cette hypothèse parce qu'avec la BNS, il semblerait que presque tout soit possible. Faut savoir que la BNS, c'est la banque nationale, la banque centrale la plus accommodante en proportion. J'avais écrit un article franc-suisse, d'ailleurs je vous ai déjà fait voir ce graphique, mais pour ceux qui sont nouveaux dans ce point de marché. Donc ça c'est un de mes articles. Voilà. Donc ça peut changer ces chiffres, hein. Ça c'est une capture d'écran sur le terminal Bloomberg, comme vous pouvez constater. En février, j'ai regardé les chiffres il y a 2 semaines, c'est quasiment les mêmes, hein, parce que ça dépend du PIB et du QE. Mais en fait, ce que vous voyez là, c'est les principales banques centrales, le bilan des principales banques centrales par rapport au PIB de leur région économique respective. Par exemple, en violet rose, on a le QE par rapport au PIB de la zone euro. Donc en fait, on va dire que la Banque centrale détient l'équivalent de 41% du PIB de la zone euro. La Fed, 22%. La Fed détient 22%, l'équivalent de 22% du PIB des États-Unis. La BOJ, 95% du PIB du Japon. Et la BNS, 121% du PIB de la Suisse. Donc voilà, on a une BNS qui concrètement inonde le marché et en proportion, c'est la plus accommodante. Voilà. Donc la BNS, on ne peut pas réellement savoir ce qu'elle va faire. Est-ce que c'est possible qu'elle remette un taux plancher? J'ai envie de dire oui, c'est possible. Après, est-ce que c'est un scénario privilégié pour le moment par les analystes? Non. Mais il faut savoir, pour ceux qui ont tradé avant 2015, que le retrait du taux plancher, personne ne l'attendait. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que personnellement le franc suisse, mes scénarios, c'est des scénarios de court terme. Parce que voilà, on ne sait jamais
dans 2 ans ce que va faire la BNS. Et c'est pour ça que l'achat, vous voyez, il est assez limité, hein. Finalement, c'est que des stratégies de court terme, hein, sur le franc suisse, court moyen terme, c'est pas des stratégies pour 2020. Donc voilà pour ce qui est du FX. On fait rapidement un tour des paires majeures, mais comme vous l'aurez compris, étant donné que le Dixie et le dollar, je commence à anticiper un top. Voilà, un top. Donc finalement, tous les tendances des dernières semaines sur les paires majeures pourraient s'inverser lors des prochaines semaines, tout simplement. Je pense que cette semaine, on a le dollar qui va continuer à progresser légèrement, consolider, et peut-être que la semaine prochaine, nous aurons le commencement de la baisse du dollar. Peut-être, je dis bien. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le moment de shorter le dollar, à part face au franc suisse, parce que le franc suisse, je le vois bien surperformer l'ensemble des devises majeures lors des prochaines séances, voire quelques semaines. Voilà, d'ici la fin du mois concrètement, je vois bien le franc suisse ressortir en tête de liste des devises les plus haussières. Donc voilà, la seule exception, c'est l'USD-CHF qui me semble possible de shorter, mais sinon toutes les autres paires majeures, ça me semble compliqué de passer à la vente sur le dollar. Donc l'euro, pour moi, il va tendre vers les 1,17. Peut-être finalement qu'il va faire un bottom 1,17. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également cette divergence qui est encore loin d'être exploitable. Vous savez que moi, personnellement, les divergences, je les exploite après que le RSI franchisse 50. Donc là, on est encore loin. On a un momentum clairement baissier. Donc c'est pas exclu que l'euro-dollar continue à baisser. Surtout qu'on a Mario Draghi qui s'exprime cet après-midi. Donc rien ne nous dit que Mario Draghi va garder un ton accommodant. Le GBP-USD, pareil, ouais, qui consolide. On a une divergence haussière. Voyez, on a une divergence. Alors, divergence sur le GBP-USD, divergence sur l'euro-dollar. Au niveau de la UD-USD, grosse divergence. Au niveau, donc, on poursuit la liste des paires majeures. NZD-USD, pas encore de divergence. Pas encore de divergence. Bon, en tout cas, le NZD-USD est revenu sur un niveau de support majeur, 0,6865. Vous voyez que c'est ça, on va dire son prix de clôture mensuel le plus bas depuis en fait 2016. Depuis la mi-2016, c'est le prix de clôture mensuel le plus bas. Ce moment mensuel, voilà. Et vous voyez, c'est ce niveau-là. Pardon, c'est pas le plus bas mensuel. Plus bas, c'est celui-ci. Mais donc, on arrive dans une zone. Voilà, si je devais la tracer. Cette zone des deux supports, c'est une zone majeure. Si on a le franchissement de ce support, c'est clairement un signal baissier jusqu'à 0,65. Dans le cas contraire, on pourrait voir, vous voyez, un RSI qui forme un bottom et ensuite rebondit. Donc, 0,6865. Et 0,6830. Voilà donc pour le support. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter sur NZDEZ? Eh bien écoutez, apparemment rien de spécial. En tout cas, regardez ce support. Regardez ce qu'on peut s'attendre. Ici, qu'est-ce que nous avions? Une divergence. Ici, divergence. Donc c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'on peut s'attendre sur le NZD cette fois-ci. USD CAD. USD CAD, pas de divergence. Pas de divergence sur USD CAD. Si on n'a pas d'accord de l'ANA qui est signé, on aura très probablement une hausse jusqu'à 1,30 voire même 1,31. L'USD CHF, on a un top, mais on n'a pas de divergence. USD Yen, divergence baissière.
Donc voilà, on a quand même donc sur les paires majeures, on a l'euro-dollar, le GBP, le CHF, pas le CHF, pardon, le yen et l'AUD, euro, GBP, yen, AUD, qui ont des divergences en faveur de la vente du dollar. Donc 4 sur 8. On va suivre ces divergences la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on a par exemple 6 sur 8, ça renforcera ma conviction baissière sur le dollar. Mais pour le moment, encore une fois, c'est pas le moment de vendre le dollar. La seule exception, c'est face au franc suisse ou le yen. Le yen, parce que j'ai voilà, le 110, ça me semble un niveau de prix très intéressant. C'est un moyen mobile à 200 jours. C'est un seuil psychologique. C'est également les 38% de retracement de cette tendance baissière. Donc voilà, USD yen, USD CHF. Honnêtement, c'est deux paires qui me semblent possibles à vendre. Sortir de l'euro-dollar et shorter le CAC serait-il une bonne stratégie selon vous? Alors, ça dépend l'horizon de temps, Didier. Ça dépend l'horizon de temps. Faut savoir que si l'euro grimpe, on aura une pression sur les marchés européens. Donc plus que les marchés européens, pour un moment, ne surperforment plus. Ils ne surperforment plus alors que l'euro il est baissier. Hein. Vous voyez, l'euro est baissier. Euro USD. On compare à la force relative Eurostock 5. On va mettre plutôt CAC 40. Non, Eurostock 50 divisé par S&P. Mince, j'aurais dû le mettre là. Donc FX1I voilà, divisé par SPX. Voilà, donc la force relative que nous allons mettre en noir, courbe noire. Et vous voyez donc l'Eurostock qui superformait jusqu'au 2 mai. Et depuis le 2 mai, on a une droite qui est baissière, ce qui veut dire que le S&P surperforme l'Eurostock 50. S&P surperforme l'Eurostock 50 alors que l'euro-dollar continue sa baisse. Donc on voit que l'euro-dollar n'a pour le moment plus vraiment d'efficacité sur les marchés actions européens. Donc, et on peut du coup très bien imaginer que si on a une nouvelle hausse de l'euro, vous voyez que les marchés européens vont sous-performer. C'est très net, hein, regardez. Point haut de la force relative, l'euro qui monte, la force relative qui baisse. Ce qui veut dire que les marchés européens sous-performent. Voilà, donc si on estime que le dollar arrive en fin de tendance haussière, l'euro a des chances de regrimper lors des prochaines semaines, et donc les marchés européens vont rester sous pression. Donc est-ce que c'est le moment de shorter le CAC? Ça me semble possible. Oui. Maintenant, est-ce qu'en termes de timing ce matin c'est le bon? Je ne pense pas, parce que je pense que l'euro va continuer à tendre vers les 1,17. C'est pas parce qu'on a des divergences que le cours va directement rebondir. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que l'euro n'a pas encore totalement fait son point bas. Donc ce matin, ça me semble, je pense pas que ce soit le timing parfait pour vendre le CAC 40. Mais pourquoi pas lorsque le CAC va toucher ses résistances, son plus haut de 2018, son plus haut même de long terme, et cette oblique 1, 2, 3, 4 points de contact. Si par exemple on a le CAC qui teste cette oblique et l'euro qui rebondit, ce sera le moment de vendre le CAC jusqu'à 5005. Donc à peu près 70 points. Alors Didier qui me dit c'est bien cet indicateur de force relative, on l'a sur la plateforme IG ou c'est que sur TradingView. Alors oui, il y a la force relative, regardez vous allez dans l'indicateur, vous écrivez force relative, comparaison. Alors j'ai pas regardé c'est quoi la force relative de Mansfield, j'en ai jamais entendu parler. Donc moi personnellement j'utilise la force relative classique. Hein. Et là donc vous inscrivez le marché. Problème, voilà, il fallait bien un inconvénient, c'est que vous pouvez pas superposer, il me semble, la force relative, par exemple, CAC DAX sur le graphique de l'euro-dollar. C'est automatiquement l'actif, cette fenêtre, hein, l'actif de cette fenêtre, en comparant la force relative d'un autre actif. Vous pouvez pas mettre, par exemple, l'euro-dollar ici et la force relative CAC DAX. Ça va automatiquement
avec la force relative euro-dollar versus X ou Y. En tout cas, hein, c'est peut-être qu'avec la force relative de Mansfield, c'est possible, je sais pas. Non, a priori. Voilà, donc c'est fallait un inconvénient. Ou alors, pardon, oui, c'est possible, finalement. Regardez, vous mettez la force relative CAC DAX. Force relative, donc là on est sur le CAC 40 versus donc S&P. Force relative, S&P. Ça, on enlève le remplissage. Et ensuite, vous avez juste ici à superposer l'euro-dollar. Superposer l'euro-dollar, vous le mettez pareil en ligne. On va le mettre en ligne noire. Et vous aurez voilà à peu près l'euro ici en noir, la force relative CAC 40 S&P. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Ça m'a l'air un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est possible. L'avantage, c'est que vous pouvez garder la force relative n'importe où. Par exemple, si vous tradez beaucoup les indices et vous souhaitez savoir rapidement quel indice ou quel secteur surperforme, vous utilisez la force relative. Excusez-moi, je viens de supprimer. Force relative S&P. Et là ensuite, vous avez juste à aller sur le DAX et vous voyez que la force relative s'adapte automatiquement. Donc là, vous voyez hausse de cette courbe, ce qui veut dire que le CAC surperforme le S&P. Le MIB, Italie, MIB, surperformance également. Nasdaq, bon, clairement le Nasdaq, hein, c'est le secteur tech. Secteur tech, c'est quoi? C'est le moteur de Wall Street ces derniers temps. Donc voilà, on a une surperformance qui est tout à fait normale. D'ailleurs, on peut faire une analyse technique. Hein. L'analyse technique fonctionne sur les forces relatives. Hein. Alors que l'inconvénient entre guillemets sur TradingView, c'est que voilà, pour comparer rapidement les forces relatives, vous aurez à chaque fois à inscrire l'actif en question versus l'actif en question. Alors qu'ici, vous avez juste à changer de graphique et ça s'adapte automatiquement. Vous voyez le Russell 2000, voilà, la force relative s'adapte. Bref, donc c'était la petite parenthèse éducative. Voilà donc pour le Forex. On passe sur les indices, étant donné qu'on n'en a pas vraiment parlé. On a parlé des forces relatives, mais on va pas parler de trading. À part pour le CAC 40, donc je le répète, le CAC 40, si on a le CAC 40 qui revient à ses sommets, à ses résistances, et que l'euro-dollar rebondit, on aura des chances de voir un CAC 40 qui va baisser. Donc oui, dans ce cas, il sera possible de shorter le CAC. Mais ce matin, ça me semble très risqué, déjà, parce que bien a priori la version pour le risque n'est pas dominante sur les marchés européens. On a le CAC qui progresse. Donc voilà. Là la résistance c'est 5578 et je pense qu'elle sera atteinte assez rapidement. Le DAX, le plus haut de la semaine dernière à 13 051 points, c'est la résistance à court terme. L'Eurostoxx, pareil, résistance de la semaine précédente, plus haut de la semaine précédente, pardon, qui est à 3573, c'est la résistance. Donc il y a à peu près 5 points, ce qui est pas vraiment intéressant. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi le spread sur l'Eurostoxx. Spread Eurostoxx. On peut avoir rapidement le spread, vous allez sur des fixes autres cours, et là vous voyez spread. Donc l'Eurostoxx, 1,5. 1,5 donc ça peut être intéressant de payer pour 5 points avec un spread de 1,5. Ce qui fait 3,5 points de gain. Bon, à vous de voir, c'est un trade de très très court terme. Mais en tout cas, le CAC a une marge de progression peut-être un peu plus intéressante ce matin. Pourquoi le CAC superforme?
Le DAX parce que simplement il a une pondération, enfin il est beaucoup plus exposé au secteur financier. Le rendement du 10 ans qui est au-dessus de 3%, donc forcément ça tire les rendements des banques. Il faut savoir que l'indice le plus exposé aux financières et au pétrole gaz, c'est le CAC 40, parmi les indices européens bien évidemment. Si vous misez plus sur une surperformance de l'industrie ou de la technologie, faut se mettre plutôt sur le DAX. Disait qu'une l'Eurostoxx est moins intéressant que le DAX pour les spreads, que ce soit en CFD ou en futur, oui. Ce qui est plutôt normal, et déjà au niveau des volumes, hein, on sait que le DAX, c'est un des produits peut-être un des produits les plus liquides avec l'euro-dollar. Hein. Finalement, il y a trois produits les plus liquides, c'est l'euro-dollar, le Dow Jones, le DAX. Voilà. Donc c'est normal que l'Eurostoxx a un spread, on va dire moins bon, même s'il reste quand même 1,5 points, c'est rien. Hein. C'est rien. C'est sûr que c'est compliqué de scalper l'Eurostoxx avec 1,5 points, mais voilà, ça reste quand même plutôt convenable. Sinon CAC 40, vous voyez spread de 1 point, FTSE 1 point, DAX 1 point, Nasdaq 2, Dow Jones 2,4. Bon, c'est pas comparable parce que vous voyez qu'il y a quand même 5 chiffres pour le Dow Jones, donc 2,4 c'est rien du tout. S&P 0,6. Voilà, donc il y a quand même des spreads quand même si 1,5 ça peut paraître, voilà, c'est plus élevé que le DAX ou l'Eurostoxx, oui, ça reste quand même pas grand chose, surtout en swing trading. Hein. Donc on va pour les indices européens, plutôt un aspect bullish, a priori tiré par le rendement du 10 ans américain et l'euro qui est en hausse ce matin, donc non, c'est a priori juste les rendements du 10 ans finalement. Voilà, et au niveau des matières premières, donc l'or qui s'est enfoncé en dessous de 1300, qui a parfaitement rebondi, enfin en tout cas qui a stoppé sa baisse à cette oblique haussière qui vient chercher le point bas de 2017 et de 2017. Donc là, pullback à 1300. D'ailleurs, on a peut-être fait le point bas sur l'or. Si on estime que le Dixie a fait son point haut, ou en tout cas est proche d'avoir fait son point haut, on peut s'attendre à ce que l'or a fait son point bas. Et donc qu'on soit sur le parfait point d'entrée pour passer à l'achat. Maintenant, je pense que c'est encore une fois assez risqué, étant donné on a des signaux baissiers sur le dollar qui émergent, qui commencent tout juste à émerger. Mais est-ce que on peut se permettre de shorter le dollar actuellement face à l'or? Ça me semble encore un petit peu trop tôt pour en être certain. Mais la semaine prochaine, lundi pour le prochain point de marché, ça pourrait être, on aura peut-être fait le point haut et on aura peut-être davantage de signaux baissiers sur le dollar. Et dans ce cas-là, oui, il sera possible de payer le gold. Un signal bullish sur le gold, ça serait le franchissement de 2300. Ça serait un premier signal haussier. Voilà, mais pour le moment, le gold, on est sur un support. En tout cas, le potentiel baissier me semble assez limité dorénavant. Déjà d'un point de vue technique, parce qu'on est sur cette oblique dont le marché a parfaitement rebondi dessus. Et vous voyez, on va pas forcément avoir un travail sur cette oblique. Regardez la dernière fois. Hop, rebond. Le gold, c'est quand même, ça peut paraître un petit peu un grand mot, mais c'est, on va dire, assez volatile dans le sens où l'analyse technique est très très bien respectée et vous voyez que ça bouge. C'est pas volatile en termes de pourcentage, mais l'or bouge assez rapidement. Il ne va pas attendre trop longtemps sur un niveau. Il n'y en a pas de longue période de consolidation. Parce que déjà, on a beaucoup de facteurs qui influencent le gold. On a le dollar, on a également tout ce qui est géopolitique. Voilà, donc bref, le gold, on le surveille, c'est pas le moment de rentrer à l'achat, c'est pas le moment de passer à la vente non plus parce que le Dixie a probablement, ou en tout cas est proche d'avoir fait un top, je pense, et en plus de cela, d'un point de vue technique, on est sur une oblique de long terme, donc voilà. Suspense, nous dit Luc, exactement, Luc, on est sur un niveau de timing, là pour ces prochaines séances, axé sur le dollar. Soit on a une simple consolidation des faux signaux baissiers, en gros des bear traps, ou soit finalement on a des signaux baissiers qui émergent, qui commencent tout juste à émerger. Donc on est peut-être
à la fin de la tendance haussière du dollar et donc au début de la tendance baissière sur celui-ci. Et enfin, brut Brent, bon, il y a des tendances haussières, avec le Brent a atteint 80 dollars, mais a clôturé à la baisse. Donc voilà, et nous n'avons pas de divergence 72,28, 72,90. Donc on n'a pas de divergence baissière sur le brut Brent, sur le momentum. Donc voilà, neutre, on va dire sur le brut Brent. Je pense qu'ils ont atteint des résistances. Il n'y a pas vraiment de catalyseur, selon moi, qui viendrait justifier davantage de hausse. Maintenant, on le voit que le marché paye rapidement du pétrole dès lors qu'on a des tensions sur le Moyen-Orient. Ce matin, on entend dire que l'Irak pourrait être la prochaine source de conflit au Moyen-Orient après la Syrie et l'Iran. Bon, à suivre de très près. En tout cas, le pétrole, c'est un produit assez volatile en ce moment. C'est pas vraiment le shorter au vu de la tendance. Maintenant, voilà, le payer à ce niveau de prix sous résistance, ça me semble compliqué. Euro-dollar 1,17 à court terme, dit François. J'ai envie d'y croire. On est à 1,1850. 1,18 déjà. 1,18, 1,17. 1,17, ça me semble possible. Voilà. Maintenant, ma conviction, elle s'est grandement diminuée depuis hier au vu des divergences qu'on peut constater sur le DXY. Et sur le dollar index. Dollar index que je refais voir. Voilà, on a des divergences. Donc oui, l'euro-dollar peut atteindre 1,17, mais honnêtement, ça me semble être un trade qui a pris beaucoup plus de risques qu'il y a une semaine. Ou même 2 jours. 1,18, oui, ça me semble clairement possible de transformer 1,18 sur du court terme. D'ici la fin de semaine, on devrait avoir une nouvelle impulsion du dollar qui devrait faire revenir l'euro à 1,18, je pense. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, en conclusion, le franc suisse. Voilà, franc suisse, achat sur du court terme. Dollar, probablement qu'on a fait un top, mais c'est pas le moment de le vendre. Et toutes les autres devises, on reste patient. Mais donc dollar, franc suisse et yen, c'est possible de les acheter face au dollar. Donc vente USD à 110, vente USD CHF au niveau de la parité pour viser les 0,98 à peu près. Et l'argent, le plastique, alors non, voilà, donc ce sera tout. Merci pour votre attention. Je le répète encore une fois, je ne serai pas présent demain et vendredi. Donc mon prochain point de marché aura lieu lundi de la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura Nizar qui proposera des webinaires, enfin qui propose que ce sont des webinaires. Mais donc vous voyez, nous sommes le 16 mai. 16 mai, donc formation du Havre ce soir. Et sinon, donc demain, 2 webinaires, 14h30, 17h de Yoav Nizar et vendredi à 10h30 de Yoav Nizar. Ouais, donc moi, ça sera la semaine prochaine. Vous voyez, Valentin en franc à 9h. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Du coup, une excellente fin de semaine. Je serai disponible bien évidemment sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et voilà, écoutez, bonne journée, bon trade et à lundi.